Hello hello, bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format de vidéo. On a nommé avec Karine donc notre sélection de jeux solo qui sortira une fois par mois. Donc on va vous présenter à tour de rôle un jeu qu'on a sélectionné sur le mois. Dans cette vidéo, il va y avoir 5 jeux. Donc c'est moi qui débute et puis Karine prendra la suite pour le prochain jeu. Tout à fait. Donc, on se retrouve pour les aventures de Robin des Bois. Donc, un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans et pour des parties d'environ 60 minutes par scénario. Donc, moi, j'y joue donc en solo. J'ai joué avec les 4 personnages des aventures donc de Robin des Bois. Voilà, donc je vous présente très rapidement le jeu et après, donc, vous aurez mon avis. Donc, dans Robin des Bois, on va avoir une aventure à résoudre. On va se déplacer sur cette grande carte-là, qui a des fenêtres qui vont être ouvertes selon les scénarios et selon les choix que l'on va faire. Pour permettre le déplacement, nous avons des éléments, des jetons de déplacement que l'on positionne collés à notre personnage. Et puis, quand on s'est déplacé, on supprime les éléments qu'on permet de faire cela. Donc on va se déplacer selon le scénario, selon ce que l'on pense, hein, parce qu'on a une idée très large de ce que l'on va faire, et on va devoir faire des choix pour y arriver. Parfois, il va d'ailleurs y avoir plusieurs possibilités. Bien évidemment, on ne va pas avoir un temps infini pour ça, hein. On va avoir comment dire, on va avoir une dimension temporelle, hein, qui va diminuer assez rapidement au cours du jeu. Et mais enfin, ce qui est intéressant, c'est que tout cela se fait de manière un petit peu aléatoire parce qu'on va mettre des jetons en fait dans un sac qu'on va tirer donc un par un aléatoirement. Et par exemple, si je tire le bleu, c'est le personnage bleu qui va jouer. Si c'est le rouge, justement, ça va être je crois que ça s'appelle les sombres événements, et c'est là où le temps va passer, où des choses vont se dérouler et nous impacter. Donc voici rapidement, hein, pour les règles du jeu. On va débloquer aussi en cours de partie des accessoires qui vont nous permettre de nous aider. Donc au niveau de ce qui me plaît dans Robin des Bois, alors déjà les règles, enfin il n'y en a pas, hein, on a vraiment un livret de 2 pages je crois pour prendre en main le jeu, et puis après bah, tout est détaillé dans le bouquin d'ailleurs, qui est très beau, hein, regardez-moi ça, qui est très joli, bon qui est en noir et blanc par contre, mais bon voilà c'est pas grave. Mais là, qui est très beau, et du coup les règles sont décrites progressivement dedans. Donc ce qui fait que si j'y rejoue dans quelques mois, j'aurai aucun souci pour me remettre dedans. Ça m'a vraiment pris genre 5 minutes pour maîtriser le jeu. J'aime bien le côté un peu atypique du fait qu'on doit ouvrir des fenêtres, hein, pour révéler les éléments qui sont dessous. Le déplacement des personnages aussi est bien. J'avais un peu peur que ce soit un peu trop lent ou redondant ou pas intéressant pour le déplacement, mais finalement ça m'a pas dérangé. J'aime bien le côté aléatoire, donc quand on tire les jetons, ça définit, on choisit pas nous-mêmes comment on va faire le déplacement des personnages, même si on a quand même des jetons dedans qui nous permettent de soit de faire rejouer tout le monde, et là du coup on choisit, soit de faire rejouer un personnage et on choisit lequel. Donc voilà, ça permet quand même d'avoir un petit peu plus de maîtrise que seulement de l'aléatoire. J'aime bien aussi le fait que le timing soit réduit, on n'a pas un temps infini pour trouver la solution, et que parfois il y ait plusieurs possibilités du coup de choix. En fait, on peut résoudre le problème par plusieurs portes d'entrée. Dans le jeu, il y a aussi une bifurcation à un moment donné, donc vous aurez un choix à faire. Et il y a aussi un mode, je crois qu'il appelle le mode plus, qui permet, quand on a terminé le jeu, de refaire les aventures de Robin des Bois, mais avec un peu plus de difficulté. Et je crois que ça rajoute c'est pas juste plus difficile, ça rajoute des petits éléments à réaliser en cours de jeu. Alors, Robin des Bois, j'ai eu un très gros coup de cœur au début, donc j'ai fait les
6 premiers scénarios, ou 5, je sais plus, que j'ai enchaîné. Ça m'a pris à peu près 1 heure, 1 heure et demie par épisode, donc vraiment ça m'a beaucoup plu. Et puis bon, d'un moment, bah je sais pas, d'un coup ça m'a un peu lassé. J'ai trouvé que c'était quand même très répétitif, parce que bon, c'est un peu toujours pareil. On a notre aventure et puis on va se déplacer. Bon, du coup, là, il me reste une aventure à faire. Je sais pas si je vais la terminer. J'hésitais beaucoup à acheter l'extension aussi, donc là, bon, pour l'instant, c'est un peu en pause, hein. Je vais voir si je me replonge dessus ou pas. Mais là, je vous conseille quand même vivement de l'essayer parce que c'est vraiment un jeu qui est à part, avec une exploration de cartes qui change des autres jeux auxquels on peut jouer. Donc voici pour les aventures de Robin des Bois. Et puis j'ai Karine donc prendre la suite pour présenter son jeu. Du coup, moi je vais vous parler de Kingdom Legacy, donc qui est un jeu purement solo, et comme son nom l'indique, c'est un legacy, donc c'est-à-dire qu'on va modifier le matériel au cours de la partie. C'est cette petite boîte-là qui, au fur et à mesure, va commencer à être bien remplie. Le principe, du coup, ça va être de développer notre royaume, donc on va avoir des champs qu'on va pouvoir améliorer en payant des ressources. Donc alors, il faut que je fasse attention de ne pas mélanger mes cartes parce que ça a une incidence dans le jeu et que mon jeu est toujours en cours. Je cherche un champ. Bon voilà, un terrain par exemple de base qu'on va pouvoir améliorer. Donc quand on l'améliore, on va le tourner et ça va nous compter en fait un tour de jeu. Et lorsqu'on a fini notre paquet, c'est la fin de la manche. Et à la fin de la manche, on reprend notre paquet et on recommence. On va avoir plusieurs spécificités dans le jeu. On va avoir des objectifs comme ceci. En fait, il y a des cartes permanentes avec le liseré en pierre au-dessus, qui vont nous permettre de faire du score et de débloquer des nouvelles choses. On a aussi certaines cartes, je sais pas si j'en ai encore, mais qui vont, quand on va avoir suffisamment monté la carte, vont nous permettre de récupérer d'autres cartes. Et on a des événements aussi qui vont arriver, ou des méchants, comme bon, là la pluie, qui vont impacter notre jeu. Donc Kingdom Legacy, c'est ça, c'est un ensemble de tours qui composent des manches, et au fur et à mesure des manches, notre royaume va s'améliorer et on va débloquer des nouvelles choses. Donc il y a la boîte de base, et aujourd'hui il existe 2 extensions auxquelles je n'ai pas encore joué. En fait, j'ai fini la boîte de base. Dans la boîte de base, on a 3 petites extensions. En fait, c'est une carte qu'on ajoute et qui nous fait faire 4 tours de plus. On a 2 petites extensions qui sont sorties, Aventure et Marchand. Et on en a d'autres encore qui vont arriver, dont une qui fait, je crois, la taille de la boîte de base. Donc, ce qui me plaît bien dans ce jeu, c'est que c'est assez automatique, assez mécanique quand on joue. On sait ce qu'on veut améliorer, on pioche les cartes, et quand on a assez, on améliore. Et ça va très vite, en fait, le tour, il se fait vite. Et en même temps, du coup, on peut pas tout faire. Il faut vraiment choisir ce qu'on va faire ou non. Et forcément, faire des choix, c'est renoncer à d'autres. Et parfois, il m'est arrivé de passer quasiment tout un tour pour éviter d'avoir des malus. Voilà. Et à la fin, on note notre score sur le côté de la boîte. Et petit à petit, en fonction des extensions qu'on fait, on va continuer et on peut comparer aux autres si on le souhaite. Voilà. Donc forcément, comme c'est un legacy, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va voir les nouveautés. S'il y avait que l'augmentation des cartes, rapidement on aurait fait le tour du jeu et je pense que ce serait beaucoup moins intéressant. Là, le fait qu'on ajoute des nouvelles cartes, on ajoute des objectifs, ça rend le jeu bien plus intéressant. Par contre, ce que je n'aime pas trop, c'est les illustrations des cartes qui sont faites avec des IA. Et parfois, c'est vraiment pas beau parfois. Et moi, j'aime bien regarder les illustrations. Donc ça, je trouve ça un peu dommage. Donc toi, Aurélie, vu que tu as également joué au jeu, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors moi, l'illustration, ça me dérange pas trop, parce que je regarde pas trop ça. Moi, j'ai beaucoup aimé faire... moi, j'ai fait pareil, hein, j'ai fait le jeu de base. J'ai trouvé ça vraiment sympathique. En plus, on choisit... on fait des choix importants en cours de partie. On peut pas tout faire. Donc, ça apporte aussi une rejouabilité parce qu'il y a des choses qu'on va pas pouvoir évoluer. Et puis, on choisit aussi des objectifs à atteindre du coup en fin de partie. Pareil, on doit choisir entre... entre un des deux côtés, donc ça va aussi influencer le scoring donc de la fin, donc on va être obligé de faire des choix par rapport à ça.
Donc voilà, ça c'est vrai que ça m'a bien plu. Après, en point un peu négatif, alors sur le site, on peut avoir quelques compléments d'informations sur les cartes, mais parfois c'est quand même un peu compliqué sur certaines cartes, alors pas beaucoup, hein, mais sur peut-être 2-3 cartes, où j'ai pu avoir quelques doutes sur comment je dois exactement la jouer. Après, j'aime beaucoup de pouvoir modifier les cartes et de choisir aussi sur quelle carte on va poser donc des vignettes. Alors moi, du coup, j'ai dessiné dessus pour pas avoir à utiliser les vignettes et pour que ça soit vraiment rejouable par la suite, quoi. Oui, ça c'est le côté quand même qui est vraiment dommage, c'est que les autocollants, une fois qu'on les a utilisés, en fait on peut les utiliser qu'une fois. Alors moi j'avais recommencé quand même la boîte de base parce que j'avais fait une grosse erreur de règle, donc je voulais reprendre depuis le début. J'ai tout de même réussi à refaire ma partie, mais c'est vrai que ça tient très mal. Je sais pas si j'ai quelques exemples. Là, par exemple, l'épée j'ai voulu la remettre et pareil l'autre, bon ça tient plus très bien. C'est bon, on peut, je pense, réussir à faire une deuxième, voire troisième partie comme ça. Et encore, c'est parce que je l'avais mis sur des sleeves. Et c'est vrai que c'est un peu dommage cet aspect autocollant qu'on a vraiment en un seul exemplaire. La boîte, on peut y jouer qu'une fois, alors que il y a deux planches de stickers, et c'est pas des grandes planches. Je me dis, ils auraient pu en mettre le double. Ça nous aurait au moins permis de rejouer une deuxième fois sans avoir besoin de racheter la boîte, quoi. Ou de faire des systèmes oui, qui s'enlèvent facilement. Enfin, c'était sur... Oui, des autocollants réutilisables comme ils font, mais c'est peut-être plus cher du coup, je sais pas. Parce que c'est vrai que du coup, c'est un jeu à 15 €, avec quand même beaucoup de cartes. Oui, mais le côté... Enfin, je trouve le côté dommage pour le côté Legacy parce que, on fait des choix, donc forcément, on a envie de tester d'autres possibilités. Puis il y a les extensions qui sortent. Alors, là, on les a assez rapidement, mais quand on a fait le jeu il y a 2 ans, on avait peut-être envie de recommencer de zéro. C'est il y a 1 an, je pense. Non, mais quand je dis que ça fait 2 ans que tu as joué au jeu et tu achètes une extension, peut-être que tu as envie de recommencer ton jeu de zéro plutôt que de reprendre le jeu que tu as fait il y a 2 ans, que tu sais plus du tout où t'en étais et que tu sais, enfin voilà, tu es un peu déconnecté de ce que tu avais fait. Il faut acheter une boîte de base, du coup, 15 €. Eh ben, merci Aurélie. On va pouvoir passer au jeu suivant. Oui. Donc, le prochain jeu, c'est Alice Gardienne. Donc, j'ai fait une vidéo de présentation des règles sur la chaîne ainsi qu'une partie sous. N'hésitez pas à aller le voir pour avoir plus de détails sur le jeu. Grosso modo, c'est un jeu de polyomino. Donc, vous allez piocher des polyomino d'un sac et vous allez devoir choisir lequel mettre sur le petit plateau. Évidemment, il faut positionner de manière stratégique pour scorer un maximum de points en fin de partie. Alors, pour mon avis sur le jeu, donc c'est un jeu qui m'a agréablement surprise. J'ai trouvé ça vraiment déjà simple à prendre en main. Le fait qu'on choisisse dans quel sac on va piocher les polyomino, je trouve ça très intéressant. Parce qu'au début, par exemple, je vais faire celui-là, mais après, j'aurai plus forcément accès, en tout cas en solo, et je devrais prendre dans un autre sac. Donc ça nécessite quand même une réflexion et puis voilà, on n'a pas un choix où c'est pas de manière aléatoire qu'on va tirer notre tuile, notre forme. Le fait que en fait en solo surtout, on a vraiment, même en multi en fait, on va devoir faire un choix entre très peu de tuiles, donc il va falloir bien sélectionner, bien réfléchir, bien prendre le temps de réflexion pour poser notre tuile et savoir dans quel sens on la positionne pour scorer. En sachant que là, par exemple, les éléments d'échec, il faut poser les pièces d'échec dessus. L'élément que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a 2 faces au plateau, avec une face un peu plus compliquée pour les échecs. Et donc, il faut bien réfléchir parce que généralement, on peut pas contenter toutes les pièces d'échecs, donc on va devoir faire des choix. Après, dans ce que j'aime moins bien, c'est le visuel. Surtout, je suis pas trop fan de ce contour blanc autour des tuiles. Mais bon, ça reste... bon, c'est pas forcément très important pour moi, le visuel. Mais je trouve ça quand même un peu... on va dire... pas très attractif à mon goût. Et surtout, ce que je trouve un peu dommage, c'est que les objectifs soient similaires des deux côtés. Je trouve que ça aurait été plus sympa d'avoir des objectifs différents. Ou sinon, d'avoir... un système d'objectifs un peu aléatoire qu'on tire de manière qu'on tire aléatoirement. Donc un pour les champignons, un pour les échecs, etc., etc.
Et comme ça, bah, ça change vraiment entre les différentes parties. Je vous ai pas dit, mais bon, c'est basé sur Alice au pays des merveilles. Donc le thème voilà, est intéressant, même si je trouve c'est un peu dommage qu'on retrouve pas trop le thème en cours de jeu. Donc voilà pour mon avis. Karine y a joué également donc en duo, donc elle va vous donner son avis à elle. Ouais, moi j'attendais pas grand chose de ce jeu et j'étais agréablement surprise. J'aime bien le fait que les scorings soient au final, on se souvient assez rapidement du scoring, ce qui fait qu'on peut jouer facilement. Et le fait qu'il y ait des pièces de différentes formes, bah forcément on va essayer d'optimiser au mieux en fonction de là où on pose. Donc j'ai bien aimé cet aspect-là. Le fait aussi qu'au final le jeu soit petit, ça permet de faire des petites parties, parce que je suis pas sûre que si les parties avaient été 2 fois plus longues par exemple, je sois allée jusqu'au bout, je sais pas trop, parce que je trouve que c'est vraiment la bonne durée pour être concentré le temps de la partie. Moi j'attache plus d'importance aux illustrations, et c'est vrai que je trouve vraiment pas très joli ces illustrations-là. En plus, sur les pièces, je trouve que ça peut porter un peu à confusion parce que, par exemple, les 2 pièces d'échecs ici n'ont pas la même apparence. Pareil pour les 2 champignons ici, alors que ça reste des champignons. Et je vois pas l'intérêt d'avoir fait... il y a 3 illustrations différentes pour les champignons, là. Je vois pas vraiment l'intérêt d'avoir fait 3 illustrations comme ça différentes. Je trouve que ça prête à confusion. Bon, une fois qu'on le sait, ça va quand même. Mais voilà, c'est des petits détails qui font que c'est un petit peu dommage. Mais sinon, sur le format... Franchement, j'ai trouvé que c'était une bonne proposition avec un jeu de polyomino qui est vraiment très sympa à faire avec les choix de ce qu'on va laisser à l'autre. Ouais, moi j'ai été quand même très agréablement surprise par cette proposition. Et du coup, je vous propose de parler du prochain jeu qui est Fateforge, les Chroniques de Cannes. Donc c'est un jeu narratif qui peut se jouer en coop ou en solo. Dans mon cas, j'ai joué en solo. Donc c'est une grosse boîte qui est quand même assez bien remplie de matériel. Hop. Alors ce que j'aime bien, c'est cette fiche où on voit tout le rangement, mais aussi du coup ça présente tout le matériel. Donc on va incarner des aventuriers qui vont partir un peu à l'aventure suite à une mystérieuse, on va dire, lettre de Nasqué. Nasqué qui est du coup, j'ai plus les termes exacts, mais c'est une sorte de prêtresse de notre forêt qui est auprès de l'ambassadeur. Je suis pas sûre des termes. J'avoue que j'ai plus trop les termes en tête, les noms des différents personnages. Et dans l'idée du coup, voilà, on est envoyé pour répondre à cette lettre d'appel d'une personne de notre forêt. Et du coup, on se rend dans la grande ville et à Zéphyr pour pouvoir retrouver cette personne et essayer de résoudre les problèmes. Forcément, les choses ne vont pas être aussi simples que cela. Déjà, on ne sait pas vraiment pourquoi on est appelé dans cette lettre, donc il faut déjà qu'on arrive à découvrir pourquoi. Et en plus, c'est une grande ville et il se passe beaucoup de choses dans cette grande ville. Donc on va être sans cesse appelé par d'autres personnes pour essayer de résoudre leurs problèmes, et en échange, ils nous aideront. En tout cas, c'est ce qu'ils nous disent. On a 5 personnages qu'on va pouvoir choisir: la voleuse, le mercenaire, le chaman, le seigneur et le garde sylvestre. Moi, j'ai joué avec le seigneur et le garde sylvestre. Je trouvais que c'était assez intéressant ensemble. Chaque personnage va avoir les 4 dés ici, qui vont avoir du coup des chances d'obtention de résultats différentes. Le bleu, c'est la distance, le vert, c'est la concentration, le jaune, c'est le déplacement, et le rouge, c'est le combat rapproché. On va pouvoir gagner d'autres dés au cours de notre aventure. Chaque personnage va aussi avoir un nombre de points de vie, ici 7, et de l'énergie 3. L'énergie va nous permettre d'activer des compétences qu'on va pouvoir gagner, et également de relancer, il y a certaines compétences qui permettent de relancer les dés, mais qui vont surtout nous permettre aussi d'avancer. En bas, on va pouvoir avoir une armure et également d'autres objets dans notre inventaire. C'est très vite rempli pour le coup. Des fois, j'étais un peu embêtée sur la quantité qu'on pouvait transporter. Et sur le côté, on peut avoir une grande arme et une petite arme, ou une arme à 2 mains. Pour jouer à ce jeu, il va nous falloir une application qui est bien faite, et d'ailleurs, de manière générale, la traduction, je l'ai trouvée plutôt bonne. L'histoire est aussi intéressante, et on va beaucoup jouer avec le tas de cartes qu'on a ici. On va avoir du coup les compétences,
qu'on va pouvoir débloquer petit à petit. L'histoire, c'est des cartes qu'on va piocher en fonction des décisions qu'on va prendre, parce qu'il y aura forcément en fait un impact. C'est un jeu qui, en tout cas, donne vraiment l'impression d'avoir tout un tas d'embranchements, et que si on fait un choix, on renonce réellement à un autre, on ne pourra plus le faire. J'ai fait des choix qui ont conduit au décès de certaines personnes. Donc, il vaut mieux choisir correctement ce qu'on veut faire. Et comment on priorise les choses, parce que dans certains cas, on prend le risque que ce ne soit pas possible. Ensuite, on va avoir des cartes qui vont être beaucoup des objets, des potions, ce genre de choses. Ça, c'est les cartes des adversaires qu'on va affronter. Si j'en prends une, tac. Donc ça, c'est l'un des premiers. Je me demande même si c'est pas pour le tutoriel qui va nous aider un peu à prendre en main les combats. Donc voilà, ça va simplement se présenter un peu sous cette forme-là. Et on va en avoir de différentes couleurs parce qu'ils ont des rôles spécifiques. Et en fonction de ces rôles, ils vont agir de différentes manières. Ensuite, on a la carte corruption quand on n'a pas le temps, parce qu'on a un certain nombre de temps pour réussir les combats. Si on n'a pas assez de temps, qu'on n'a pas rempli les objectifs, on peut soit choisir d'échouer, soit demander un tour de plus, une manche de plus. Et dans ce cas-là, on prend des corruptions qui sont assez salies. Ensuite, on a les pièges, on se prend des pièges, les peurs et les... je sais même pas ce que c'est du coup pour rencontre ici. Je crois que j'en ai jamais eu besoin. Peut-être qu'il y a des moments où vous serez... vous sera demandé de le mettre d'ailleurs. Donc toute la partie narration va être sur l'application. Il va aussi y avoir des moments où il y a des sortes de mini-jeux, un peu de Où est Charlie ou peut-être plus comme micro-macro, où ça va vous dire vous êtes au point 26 et il faut chercher tous les, je sais pas, par exemple palmiers, il y a un palmier, tous les palmiers jusqu'à atteindre telle zone, alors, une maison avec un toit bleu par exemple. Et du coup, sur l'application, vous allez dire, on va à l'ouest, on va au nord-est, jusqu'à atteindre la destination. Et là, ça vous dit, ah oui, c'est bon, vous avez trouvé le bon endroit. J'aime assez bien cette dimension-là. Je trouve ça assez amusant en fait. Ça fait un peu une sorte de petite récréation au sein même du jeu. Et je trouve ça assez intéressant. Au niveau des combats, ça va se jouer du coup avec les tuiles. Et sur les tuiles, on va poser différents jetons qu'on a ici. Pour les jetons, j'ai rapidement laissé tomber à chaque fois qu'ils me demandaient d'utiliser des jetons spécifiques, je jouais avec les couleurs. La plupart du temps, ça fonctionnait, et les quelques fois où ça fonctionnait pas, je prenais les jetons spécifiques. Mais je trouvais ça agaçant, en fait, à chaque fois qu'il y avait un combat, de devoir aller chercher les bons jetons, les mettre, etc. C'est déjà assez long, en fait, d'aller chercher les cartes. Donc là-dessus, c'était un peu moyen. D'ailleurs, le combat, de manière générale, après, c'est pas trop mon style de jeu où les combats se jouent de cette manière-là. Donc en fait, on va avoir les jetons des ennemis avec les cartes qui vont nous indiquer leurs effets et comment ils vont jouer. Enfin, l'application va nous dire comment les jouer plutôt. Mais il y a les rappels sur les cartes. Et après, on va se déplacer du coup sur les tuiles qu'on aura ajoutées, qu'on aura aménagées suivant les indications de l'application. Et voilà, ça va être des combats sans cesse. Et on a en général 4 manches pour atteindre l'objectif et réussir à quitter les lieux. Donc voilà, grosso modo, pour les règles du jeu. J'ai déjà évoqué un peu quelques points que j'ai aimés, moins aimés sur le jeu. Donc j'ai fait les 2 premiers actes et je commençais vraiment à me lasser du jeu. Alors au départ, j'étais à fond dedans. J'ai trouvé plein de choses qui étaient très sympas, qui donnaient envie de continuer. Et c'est les combats qui ont eu raison de moi. Parce que j'ai trouvé long et c'est pas vraiment mon style de jeu. Au final, je me rends vraiment compte que ce style de combat est, je sais pas, peut-être trop abstrait ou un milieu entre abstrait et immersif et qui me convient pas. Et je m'y retrouve pas. Je trouve pas ça amusant. Ce qui m'intéressait, c'était des mini-jeux et l'histoire en fait, qui évolue. Où il faut faire des choix. En fonction des choix qu'on fait, on arrive à certaines situations. Au niveau des personnages, je les trouve vraiment intéressants. Ils ont vraiment chacun un peu leur spécificité. Donc il y a certes ce qu'il y a déjà sur un plateau, mais ils ont chacun aussi leur petite boîte avec leurs propres compétences, les dés qu'ils vont pouvoir débloquer, etc. Et je trouve ça plutôt bien pensé. On a vraiment l'impression de les accompagner dans leur histoire et de les voir évoluer. Les évolutions ne sont pas flagrantes non plus, c'est des petites améliorations, le fait qu'ils vont être un peu meilleurs au jet de test, parce que là par exemple lui il est bon en perception, vous allez avoir plus de chances de réussir si c'est lui qui fait les tests de perception. Donc il y a ces points de vue là qui sont plutôt intéressantes.
Ce que j'ai bien aimé aussi, du coup, c'est les embranchements qu'on peut avoir sur les choix qu'on fait. Il y a un aspect où quand tu te rends compte qu'en fonction de tes choix, il peut y avoir des conséquences sur le reste de la mission qui va du coup évoluer vers autre chose. Il y a un aspect où on s'attache beaucoup plus en fait à l'histoire. On va mieux la lire pour essayer de mieux comprendre tout ce qui se passe. C'est pas une histoire simple. Il y a pas mal de, on va dire, de sous-entendus, de tout le monde n'est pas blanc ou noir. Il y a beaucoup de gris. Et quand les gens viennent pour vous aider, c'est souvent dans leur propre intérêt. Donc il faut essayer de découvrir quel est ce propre intérêt, s'ils sont honnêtes ou non avec vous. Donc là-dessus, vraiment, c'est vraiment ce qui me plaisait le plus dans le jeu. Il y a aussi, du coup, alors j'ai parlé des combats, hein, vraiment pour moi, c'est là-dessus que j'ai pas du tout accroché. Ça va, je pense, dépendre des gens. Là-dessus, je pourrais pas vraiment dire si c'est vraiment le combat qui n'est pas intéressant dans le jeu, ou si c'est moi qui n'accroche pas à ce type de mécanique. Et je pense plutôt que c'est moi qui accroche pas au type de mécanique, parce qu'il y a plusieurs petites subtilités dans le combat qui vont faire que ça va les rendre intéressants. Et le dernier point que je rajouterai, du coup en point négatif, c'est que c'est un peu étonnant la manière dont le jeu se joue, dans le sens où il n'y a pas de point de coupure, à part après un boss, mais bon, dans ce cas-là, il faut quand même jouer plusieurs heures d'affilée, de nombreuses heures d'affilée, pour atteindre le boss, mais sinon en fait, il y a pas un peu cette notion de on a fait le premier chapitre et on passe au suivant. Tout s'enchaîne, il n'y a pas vraiment de cassure. Donc la première partie que j'ai fait pendant plusieurs heures. J'étais peut-être à la moitié même pas du premier acte. Si je devais être un peu plus quand même. Un peu plus de la moitié, mais j'avais pas encore atteint le boss. Et je me suis dit, mais c'est quand qu'on a un point de rupture? Il y en avait pas. Voilà. Je me suis rendu compte qu'en fait, alors ce qui est bien en fait, c'est qu'on peut s'arrêter de jouer quand on veut, parce que l'application sauvegarde notre progression. Mais c'est vrai que j'aime bien qu'il y ait un moment donné où il y a un peu une coupure dans l'histoire et que je puisse quitter le jeu en toute tranquillité, sans avoir l'impression de m'arrêter au milieu d'une série. Vous voyez, quand vous avez votre épisode en cours et que vous vous arrêtez en plein milieu, bah, c'est toujours un peu bizarre. On préfère aller jusqu'à la fin de notre épisode pour avoir fini notre épisode. Voilà, c'est un peu ça qui me manque dans ce jeu. Bon, c'est vraiment pas ce qui m'a fait m'arrêter de jouer. C'est pas ce qui a gâché mon plaisir, mais c'était assez surprenant. Donc voilà pour mon retour sur Fate Forge. Si, il y a un tout petit dernier point. C'est que je ne sais pas qui a eu cette idée stupide de faire en sorte que les lieux qu'on va découvrir du coup en faisant le Où est Charlie là, il faut enlever les autocollants. Du coup, c'est comme si tu pouvais jouer qu'une seule fois. Alors ça change pas grand chose, on est d'accord, une fois que... Enfin, bon, là, je vous voyais pas sur la... Je vais essayer de déplacer un petit peu la caméra. Ici, par exemple, il y a un bateau. Bon, bah ça se voit que c'est un bateau. Je pense que j'ai pas besoin de découvrir la zone 12 pour savoir que le bateau est ici. Mais je trouve ça dommage que ce soit sous la forme un peu d'un legacy, alors qu'il n'y en aurait pas besoin. Et du coup, c'est le cas pour 3 autres cartes qui nous sont proposées, où il faut enlever les autocollants. Donc celui-ci, c'est pas embêtant, on peut laisser les autocollants tels quels. Pour l'autre, par contre, bah après, on va à l'aveugle. Et ça m'embête aussi, je vois pas vraiment l'intérêt d'avoir fait ce choix-là. Soit on découvre tout, soit on trouve un système pour pouvoir... ouvrir et fermer les zones pour pas qu'on pour qu'on ait le plaisir à la découverte. Mais cette histoire d'autocollant, franchement, c'est pas Legacy, c'est pas prévu pour être joué qu'une fois. Donc là-dessus, je ne comprends vraiment pas ce choix éditorial. Voilà, cette fois-ci, on est bon. J'ai fini de mon côté pour Fate Forge et du coup, je vais laisser la place à Aurélie. Donc, dernier jeu de notre sélection de jeux solo du mois, Dice Vigis, que vous pouvez retrouver une vidéo présentation des règles, une partie solo sur notre chaîne. Donc Dice Vigis, le but du jeu, ça va être de créer des recettes. Donc par exemple, là, vous avez une recette qui nécessite 3 poivrons. Et pour créer donc les recettes, on va utiliser l'hachoir que l'on va utiliser pour découper les dés. Donc on va découper les dés et utiliser les ingrédients pour composer nos recettes. On va pouvoir utiliser des cartes tendance pour pimenter un petit peu le jeu et puis scorer un petit peu différemment. Et puis on aura également chacun donc un jeton bonus qui nous permettra soit de modifier la valeur du dé, soit de modifier sa couleur.
N'hésitez pas à voir la vidéo dont je vous ai parlé en début de présentation du jeu, où je présente plus le jeu ainsi qu'une partie solo. Alors par rapport à mon avis sur le jeu, c'était plutôt une bonne surprise. Je trouvais que c'était, que c'est assez original d'avoir ce petit hachoir pour récupérer les dés que l'on souhaite. Bien évidemment, on ne prend pas n'importe comment les dés. Il y a des critères pour les récupérer, dont celui que la somme des dés fasse au maximum 10. Donc je trouve ça intéressant. Le fait qu'on ait les cartes tendance aussi. Donc on en a une en début de partie. On peut en avoir que 2 en main en cours de partie. Donc voilà, le fait qu'on ait ces cartes tendance là, ça permet aussi de pimenter un petit peu les parties, puis de faire également des choix et de scorer un petit peu plus. Donc je trouvais ça sympa. Je trouve le matériel assez beau. Le fait qu'on ait le petit hachoir, ça fait un accessoire en plus. C'est un jeu qui est à partir de 6 ans, j'ai pas précisé. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que dans les règles, il y a vraiment une version plus réduite pour jouer avec les plus jeunes. Où on va réduire le nombre de recettes pour déclencher la fin de partie. Et surtout qu'au lieu de compter jusqu'à 10, on va utiliser que 3 dés sans s'occuper de la valeur de chacun des dés. Donc beaucoup plus adaptable pour les plus jeunes. En solo, on va être limité par rapport à la durée du jeu. Parce que dès qu'on a plus de dés de chaque couleur, on va devoir les remélanger et les remettre dans le petit support. Et quand on aura fait ça 3 fois, ça sera la fin de la partie. Donc il y a une petite maîtrise par rapport à la fin du jeu. On va essayer de faire en sorte d'équilibrer un petit peu les couleurs qu'on va prendre pour pouvoir faire durer le jeu davantage et puis scorer le maximum de points. En solo, il y a aussi un ajout de règles en plus que j'ai pas précisé donc en début de vidéo, où on va enlever une couleur de chaque. Au début de la mise en place, on va lancer les dés un par un et on va devoir retirer un dé à chaque fois. Donc ça se vide quand même assez vite. Donc plutôt un bon coup de cœur pour Dice Veggies. Donc je vous le conseille aussi bien donc avec des enfants ou sinon avec des joueurs qui sont pas habitués à jouer à des jeux. C'est très simple à prendre en main. Donc voici pour cette vidéo de présentation de notre sélection de jeux solo sur le mois. Et puis on se retrouvera dans un mois pour le même format de vidéo. À très bientôt!